Le caractère cyclique des dérèglements climatiques. La courbe de la population de la France depuis l'Antiquité met en évidence des périodes successives de croissance suivies de chutes impressionnantes. Le premier phénomène est une croissance assez élevée jusqu'aux alentours de l'an 350. La population française a doublé entre -100 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ. Elle a ensuite doublé entre 800 et 1200 après Jésus-Christ. Enfin, elle a encore doublé entre 1500 et 1900. Les chutes, dans les deux intervalles, correspondent aux grandes pandémies. Or, ces variations correspondent à des changements climatiques observés par les historiens. L'époque romaine a été un âge d'or. 60 ans avant Jésus-Christ, la Rome de Jules César ne comportait qu'un seul temple en pierre. Au début du règne de Néron, les habitations étaient encore principalement en bois et Rome a connu un épouvantable incendie. Elle a été reconstruite en pierre et en briques. Bien sûr, tous les temples et les théâtres étaient déjà en pierre. La ville de Pompéi était en pierre et en briques lors de l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère. Cette période faste semble avoir été caractérisée par une température élevée et une forte humidité. Pline l'Ancien rapporte que l'on cultivait des oliviers à des altitudes et des latitudes inhabituelles. L'essor du début de l'ère impériale romaine a très certainement été dû à un dérèglement climatique. À l'inverse d'un refroidissement qui serait dramatique, le réchauffement augmente la productivité agricole et donc le développement économique. Or, justement, cet épisode climatique favorable a été suivi par un effondrement économique. Avant la fin du second siècle, la terrible épidémie de la peste d'Antonin ravagea l'Occident. L'empereur Marc Aurèle, guerroyant à l'est de l'Empire romain, en fut une des premières victimes en 180. Elle fut suivie par deux autres épidémies en 249 et 541. La population s'est effondrée. Les conquérants arabes n'eurent aucune peine à envahir le Moyen-Orient et le Maghreb dépeuplé. Pourtant, l'approche de l'an 1000 montre une reprise impressionnante de la population, 1000 ans après celle de l'époque romaine. Si la croissance de l'époque romaine commence à être rattachée au climat, celle de l'an 1000 résulte sans aucun doute d'une élévation remarquable de la température. L'Occident a été marqué vers l'an 1000 par un développement économique et démographique sans précédent. On constate à cette époque une évolution extraordinaire de l'outillage, de l'armement et de l'architecture. La preuve en est donnée par la tapisserie de Bayeux. En 1066 donc, les casques des soldats de Guillaume le Conquérant ne sont plus en bronze mais en fer. Un climat favorable a permis d'exploiter des zones aussi peu accueillantes que les pentes du sommet du Massif central. Elles ont été par la suite abandonnées et jamais exploitées à nouveau. Il semble que ce réchauffement était limité à l'Atlantique Nord. Cette époque marque la seule colonisation du Groenland, littéralement le pays vert, qui n'a plus jamais été vert par la suite. Les Vikings s'y installèrent en nombre à partir de 986. Mais lorsque le dérèglement climatique de l'époque prit fin, ils commencèrent à disparaître, ne pouvant supporter le climat normal de cette région. Les Inuits, originaires de ces contrées, sont les seuls à pouvoir y vivre durablement grâce à une adaptation de leur organisme. Les derniers descendants des Vikings avaient disparu 450 ans après le débarquement dans l'île. Au début du XIVe siècle, des vagues de froid intenses ont pu être détectées dans les carottages des zones glaciaires. Mais le dérèglement climatique avait dû cesser bien avant. La forteresse de Château-Gaillard fut prise par les armées de Philippe Auguste
le 6 mars 1204. Lors de l'hiver, les habitants de la ville en contrebas avaient dû se réfugier dans les fossés. Les Anglais manquaient de vivres. Ils refusèrent de les laisser entrer dans la forteresse et tous les habitants moururent de froid. Ce renversement des températures entraîna à partir de 1347 une nouvelle épidémie plus terrible encore que les précédentes, la peste noire. La population de l'Europe est retombée au maximum de l'époque romaine. Il faut noter que ces pandémies se sont produites lors des périodes de refroidissement. Il s'agirait donc du bacille de la peste actif en hiver. Les témoignages de l'époque permettent d'identifier la peste noire de 1347 et la peste de Justinien en 541 à la peste bubonique. Le gonflement des ganglions, mortel à 80%, est caractéristique. Mais ce symptôme n'existe pas toujours, en particulier pour les épidémies antérieures qui pourraient résulter du même bacille avant l'ultime mutation de l'acide aminé 259 du bacille Yersinia pestis. Le fait est que le fameux Ratus ratus a envahi l'Occident jusqu'au point le plus reculé de l'Écosse, près de 1000 ans avant notre ère. Ce rat noir est le principal véhicule du bacille qu'il transmet aux puces propagatrices de la maladie. Nous vivons aujourd'hui un épisode climatique du même ordre. Plus personne n'en doute. Un effet de serre résulterait du méthane relâché par les vaches et du dioxyde de carbone émis par nos centrales thermiques et nos automobiles. Pour être précis, il faut dire que l'effet de serre est un phénomène de convection dans un local vitré et fermé. L'air est chauffé par le sol et monte remplacer l'air plus froid en haut du local. La circulation de l'air peut ainsi porter la température du local à plus de 50 degrés. Dans l'atmosphère, l'air chauffé par le sol monte comme dans la serre, mais cette chaleur se perd dans l'atmosphère. Dans mon enfance, pendant les repas, j'entendais mes parents s'inquiéter du refroidissement inexorable de la planète. On en parlait dans tous les journaux. Ils décrivaient les autres planètes aux températures glaciales. J'étais terrifié. Notre espagnol breton qui grattait la vitre pour entrer semblait vouloir profiter de la chaleur de la maison avant d'être transformé en bloc de glace. Le phénomène invoqué pour expliquer le dérèglement climatique n'a aucun rapport avec une convection de l'air. Il s'agirait d'un phénomène de radiation. La lumière du soleil est absorbée par le sol et par la végétation. Des ondes sont alors réémises à des fréquences différentes. Or, ces ondes sont réfléchies par le méthane et le dioxyde de carbone de l'atmosphère et reviennent réchauffer le sol. Un satellite artificiel a observé il y a quelques années une couche importante de méthane au-dessus de la forêt de l'Aigle près de Compiègne, dans l'Oise. C'était alors après une assez longue période sans vent. D'où vient le méthane? Des feuilles, des branches, des troncs d'arbres et des racines qui pourrissent. Presque autant de méthane. D'ailleurs, les forêts sont parsemées de mares glauques, d'où des effluves de méthane s'échappent en bouillonnant. La masse d'un bel arbre de 20 ans, en tenant compte de la masse des feuilles produites chaque année, se chiffre en tonnes. Or, la masse totale de foin consommée en 20 ans par une vache se compte en dizaines de tonnes. Mais il faut retirer les tonnes de matière sèche du lait. Le lait donne peu de méthane. L'équivalence un arbre, une vache serait certainement très exagérée, mais il y a au moins 3000 milliards d'arbres sur Terre. Les malheureuses vaches ne sont qu'1,5 milliard. Si la fermentation à l'air libre des feuilles et branches mortes produit du dioxyde de carbone, celles qui sont en dessous ou dans l'eau sont privées d'oxygène. Elles se méthanisent et donnent ainsi aux forêts un bilan positif en oxygène. La part des anges, pour utiliser l'image des maîtres de chais du cognac, la part de l'alcool qui s'évapore des tonneaux.
sans une part de méthanisation des feuilles, des branches mortes, des racines et des troncs abandonnés, le bilan oxygène des forêts serait neutre, dans la mesure où le parc forestier est stable. Les trois occurrences de l'époque romaine, de l'an 1000 et de la période actuelle incitent à attribuer au dérèglement climatique une périodicité de 1000 ans environ. Il faut donc tenter de remonter dans le temps. Bien sûr, on trouve le déluge de la Bible, mais Platon, dans les Lois et dans le Timée, fait état de drames cycliques qui auraient ramené périodiquement l'humanité dans le plus profond dénuement. Il est question de déluge, d'épidémies de peste et de bien d'autres fléaux qui auraient pratiquement détruit l'humanité. La dernière occurrence mentionnée serait pourtant encore un lointain souvenir. Les refroidissements qui provoquent des épidémies de peste surviennent environ 200 ans après les réchauffements. Le souvenir a fort bien pu se maintenir pendant 300 ou 400 ans, si l'on en croit les travaux des ethnologues sur la transmission orale des traditions. Platon a donc fait référence à une épidémie, survenue sans doute vers 750 avant Jésus-Christ, succédant à un réchauffement qui aurait marqué le début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Il est beaucoup plus difficile de retrouver cette périodicité pour le passé plus lointain. L'époque des grandes pyramides, avec l'innombrable main-d'œuvre nécessaire, ne semble pas respecter cette période de 1000 ans. Elles auraient été édifiées entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. La momie d'Ötzi, retrouvée à la frontière entre l'Italie et l'Autriche en 1991, vivait 3000 ans avant Jésus-Christ. La température devait certainement être plus élevée alors que jusqu'à sa découverte. En effet, la momie est restée congelée sans interruption jusqu'à nos jours, sans quoi elle aurait pourri. Même le dérèglement de l'an 1000 n'a pas suffi, et nous en sommes encore loin. Les vallées du Groenland ne sont pas encore vertes. Les romans nostalgiques devront attendre. La momie a sans doute bénéficié, si j'ose dire, d'un traitement local. La baisse du niveau des glaciers alpins a commencé à s'accélérer dès les années 1970, bien avant que l'on ne parle du réchauffement climatique. Stonehenge, au Royaume-Uni, a été édifié un peu plus tôt que les grandes pyramides, aux environs de 3000 avant Jésus-Christ. Mais il s'agit d'une datation très approximative, basée sur les signes liés à l'utilisation du site plutôt que sur sa construction. Les alignements de Karnak sont encore plus anciens. On estime qu'ils datent de 4500 à 3500 avant Jésus-Christ. Les cairns de Gavrinis et Barnénèse datent de la même époque. La civilisation dite proto-celtique a connu sa prospérité à partir de 1200 avant Jésus-Christ, à la fin de l'âge du bronze. La civilisation celtique du Hallstatt, correspondant au début de l'âge du fer, prospéra à partir de l'an 800 avant Jésus-Christ. L'immense armée de terre cuite de Qi Huang, le premier empereur de Chine, date de 210 à 209 avant Jésus-Christ. Tout cela mène à un phénomène cyclique, et donc lié à l'astronomie, en particulier à la gravitation, qui n'est sans doute pas exclusivement mathématique et invariante. La périodicité serait de 1000 ans environ. Le déplacement anormal actuel du pôle magnétique terrestre pourrait aussi être en rapport avec ce phénomène. Les dépressions semblent circuler plus lentement et de manière plus irrégulière qu'auparavant. Des modifications de ce genre ont été aussi observées au Moyen-Orient. Il faut bien dire que la circulation des dépressions reste très mystérieuse, surtout si l'on pense au phénomène El Niño. Des scientifiques affirment que ces modifications de la circulation des dépressions résulteraient du dérèglement climatique. J'affirme exactement le contraire. Ces modifications sont la cause du dérèglement climatique actuel, comme il a été la cause des dérèglements climatiques précédents. La pollution de l'atmosphère qui marque notre époque n'existait pas lors des épisodes précédents. Quelle que soit la cause du dérèglement climatique, on ne peut pas continuer à polluer l'atmosphère et les océans. En rattachant le dérèglement climatique à une cause, même probable,
on risque de se détourner de la lutte contre la pollution si cette cause apparaît erronée. Le risque est le même lorsque l'on mélange tous les problèmes. Les particules fines constituent un risque sanitaire. Les particules fines seraient d'ailleurs susceptibles de provoquer un refroidissement climatique.